Oui, donc je ne voulais pas vous ennuyer avec cette communication par une couche. Alors, en tant que chirurgien de la rétine, on peut travailler à faire des cataractes. Donc moi, à l'âge de la presbytie, les gens ont su que la vitrectomie déclenche l'apparition d'une cataracte. J'avais commencé à faire des combinés chez les diabétiques parce qu'à l'époque, quand j'étais assistant, on faisait des vitrectomies partielles, des photocoagulations partielles. Et on avait, nous, à récupérer ces patients pour les coaguler. Je m'étais dit pourquoi ne pas faire la cataracte dans la même intervention. Et petit à petit, donc, je me suis mis à ces chirurgies-là, parce que pour tous les patients qu'on opère, qui ont presque tous plus de 60-65 ans, pour des membranes, des trous, etc., on leur fait du cataracte. J'ai vu quelques patients qui avaient été perdus de vue, qui revenaient 3-4 ans après avec des cataractes nucléaires, avec un œil en divergence, parce que myopisation, ils avaient été perdus de vue, on leur a rendu service. Donc, personnellement, je fais des chirurgies combinées. Alors, l'avantage, c'est que ça permet une vitrectomie totale, parce que l'implantation, si on fait des vitrectomies totales, on en revient toujours sur la même discussion. Ça évite pour le patient le retard de récupération, il peut le récupérer tout de suite. Il n'y a pas de myopisation. Et ça évite tout ce suivi de consultation, d'anesthésie, puis les reprises de chirurgie de cataracte qui est parfois pas facile. Sur un œil vitrectomisé, alors ma technique, elle est simple, comme vous devez la faire peut-être aussi. Je préfère des implants rigides, des 3 pièces qui sont solides dans le sac. Je fais un Rexis normal, de grande taille. J'ai toujours fait des grandes capsules au Rexis. Je suture par contre systématiquement. Ne va pas trop par là, voilà. On te voit plus droit, ah là, pardon, super. Donc, je suture systématiquement ma berge cornéenne par un 10-0, ce qui permet d'éviter la gestion de la suture, ils se résorbe en 2 mois. Et les précautions, c'est que, donc, en fin d'intervention, si on est obligé de faire un échange, il faut s'assurer de l'absence de luxation de cet implant par le gaz, donc en injectant biotique, et pendant que la pupille se resserre, dès que la pupille a passé l'équateur de l'implant, on fait l'échange fluide. Donc ça, c'est des choses simples. Alors il peut y avoir une condensation. Si avec une canule d'aspiration siliconée en rective mobile, on se calme bien, on peut compter 25 secondes, 90% de l'air du liquide a été enlevé, même si on ne voit pas. Et ça, c'est. Alors, pour l'injection d'aprocab, si vous mettez de l'aprocab, évitez, puisqu'on le fait en fin d'opération quand le gaz a été injecté, évitez de le faire dans la chambre antérieure. Le gaz va faire une accalmie. Donc, si vous y pensez, vous faites ça par l'orifice de 23 gauche. Et puis, moi, personnellement, j'enlève presque systématiquement la capsule postérieure. Donc, dans toutes ces chirurgies combinées, je fais de la cataracte, ma vitrectomie et une capsulotomie postérieure. Parce que je m'étais aperçu là aussi que les chirurgies combinées étaient génératrices de cellules. J'ai des gens à 3 mois qui avaient une cataracte secondaire qui était visiblement gênante et ça m'embêtait de faire un laser trop tôt alors qu'une macula est en train de cicatriser que la personne. Et ces capsulotomies, débarrassé systématiquement. Et j'ai pas de complications. J'ai pas eu de luxation sur de 200, 250, 300 procédures. Et c'est une chirurgie définitive. Donc, je ne dis pas qu'il faut la faire pour tout le monde si vous n'avez pas. C'est pratique, mais personnellement, il n'y a pas de complication de faire gagner du temps aux patients. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Oui, il y a un petit commentaire. Moi, je fais comme toi, enfin pas la capsulotomie, mais je fais quand même le combiné. Je suture pas la cornée, j'ai jamais de problème. Et je mets la procam en segment antérieur. Même quand alors les membranes, je mets la gaz, mais sur un fond maculaire combiné, on se met juste en berge, on injecte tranquillement, on voit qu'il va dans la chambre antérieure. Même ça gonfle un peu, je le fais quand j'ai enlevé tous les trocars, je mets la procam et c'est des petits détails. Tu mets un monopole pour la partie centrale. Je mets ce que j'ai envie de mettre. Voilà, tous les ans. Et juste pour parler de la procam, qui aide la procam dans les chirurgies sans cataracte?
Non, mais la chirurgie traite sans cataracte. Sans gaz. Non, mais qui met des laprocales dans l'hystrectomie. Tu le mets en intralutrène. Oui. Ça fait quelques années que j'en mets systématiquement. Alors après, au niveau du dosage, je mettais 0,1 et volumètre plus gros. Alors après, j'ai mis 0,15 et finalement, en fait, ça n'aurait aucun intérêt. Il y a une étude qui a été faite, je crois, à Dijon. En fait, la POCAM, le rôle, ça serait le rôle anti-adhétif sur l'implant de la cataracte et en fait, dans le vitré, il pousse, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler L'histoire de de ça. l'implant sur l'implant, côté anti-glucocalix, ça c'était vu avec des gens qui sont les endophthalmiques, c'était pas l'antibiotique, on a un qui était anti-glucocalix. Et j'espère que l'implant anti-glucocalix, c'est préventif, c'est de la sécurité, l'implant c'est. Oui, mais qu'en fait, le mécanisme d'action d'un segment antérieur pour éviter l'endophthalmie, ça serait Mais qui a dit ça? l'équipe de Dijon. Moi, justement, l'histoire anti-glucocalix, Non, mais- les Dijon, je me rappelle, à l'époque, c'est pas. C'est l'an dernier qu'ils ont fait une étude où il y a 12 ans. Alors moi, je me dis pourquoi j'étais de la procam dans le segment postérieur, parce que sur l'expertise, on m'a reproché de ne pas avoir mis d'antibiotiques après la fin de la chirurgie. Quoi. Mais moi, Donc, j'ai les déjà gars, eu une endoff cause de Voilà. l'infectomie, vous avez mis quand même de la procam. Et l'histoire de c'est C'est pas l'idée dans l'hydrectomie, donc je sais que moi j'ai rien en voilà. Les indications normalement la procam, on n'a pas contre les rejetons capsulaires, vous allez dire. En fait, c'est vraiment, je suis très passé en vitré, je peux tout le monde. Depuis que j'ai eu une expertise en 2011, je suis là pour faire tout le monde. Je suis étonné d'entendre cette discussion. Pourquoi mettre un antibiotique en intralutrène? Même déjà, je pose la question pour la cataracte. C'est une autre discussion. Et pour les endophthalmiques. J'ai pas compris ce que tu as dit. Pourquoi mettre une injection intralutrène d'antibiotique en systématique? Pourquoi le mettre en systématique? Mais même en cataracte, je pense que. La question, c'est pourquoi mettre en antibiotique? Même comme ça, en fait. On sait qu'en cataracte, on est systématique parce qu'il y a cette étude-là qui est efficace et qu'effectivement, ça fait partie actuellement de recommandations. Donc, tu peux plus pas en mettre en cataracte parce que tu peux être reproché de ne pas le faire. Mais en rétine, tu vois pas le. Ah non, l'histoire, c'est laquelle étude qui a été Pourquoi faire une étude antibiotique pour pas de chirurgie rétinienne? Non, mais attends, la surtout dans le temps. Bon, l'étude dont tu parles, qui est médicale sur les cataractes et sur La procure. donc c'est quand même une étude qui ont interrompu la chirurgie avant la fin, tellement il y a des différences entre les deux groupes. C'est une étude prospective où l'étude a été interrompue tellement le taux d'incidence entre les deux groupes. Je sais qu'il y avait des gens qui opéraient en grand et ils mettaient pas le bêta. Enfin, tu peux rien dire. Ouais, mais après. Non, mais on va pas parler de ça. Ouais, c'est ça. Je me pose la question. Pourquoi mettre une IVT Il y a deux réponses à ça. Soit on fait une réponse scientifique, et là je pense qu'on va rester parce qu'il y a deux réponses. Moi, je vais être convaincu. Je ne pense pas. Non, mais il y a deux réponses. Moi, je pense que je suis convaincu parce que c'est quand même malade, c'est sur les endofs que c'est naturel, c'est des types de prophylaxie, même si tu fais tout en antisepsie, évidemment, c'est le truc principal. Il fallait faire antisepsie, il faut faire. C'est le truc principal. Et demander de prophylaxie ne doit pas être le cache-misère du manque du reste, le respect du reste. Après, on peut en discuter, des études, tout ce que tu veux, mais il y en a quand même d'autres, il y a pas d'études finlandaises. Et après, il y a le côté des collégiales. Aujourd'hui, je te rappelle qu'il faut obligatoirement accrocher la tête à un patient de perte de cataracte. Et je vous conseille de l'écrire dans un contrôle opératoire. Il y a eu. Non, mais. C'est dans le nouveau Dans la HS, on voit parce qu'il y a un mec qui a été inculpé et qui a été. Donc sa responsabilité a été retenue parce que c'est pas écrit dans son contrôle opératoire qu'il avait scotché la tête et que le patient a bougé et qu'il dit que c'est à cause de ça, voilà, il a perdu. On n'est pas, t'es pas obligé de le faire, mais t'es obligé de le marquer. Aujourd'hui, tu peux aussi marquer que le patient n'est pas le faire. Enfin, chacun peut le faire. Mais moi, je donne juste mon expérience, c'est que maintenant, mes médico-légalement peuvent le faire. Et le retour d'expérience, et en discutant avec d'autres affaires, moi, j'ai eu affaire avec un expert sur une partie qui n'est pas une antibiotique. Alors, on est bien d'accord, ce n'est pas écrit pour le faire avec ça. Et maintenant, tu discutes avec tes collègues experts qui se réunissent super souvent, te disent, mais
Si tu le mets, on t'emmerde à la messe, tu ne mets pas, on t'emmerde. On va te chercher des mains. D'abord, je suis d'accord avec André, parce que comme moi, je ne comprends absolument pas. Deuxièmement, parce que je suis plus vieux, l'avant-homicide et l'antibiothérapie de prophylaxie est interdit au niveau ministériel. Donc, si tu veux, tu nous dis qu'il faut obéir à des gens complètement incorrects. Non, justement. L'avant-homicide, c'est l'avocat, c'est pas une Attends, Pierre-Olivier, d'abord. L'avant-co, on perd. D'abord, c'est l'avant-co à la fin de la chirurgie, l'avant-co dans le. Non, l'avant-banco, elle était en perf. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Donc ça n'a rien à voir. En perf, ça n'a rien à voir avec la chirurgie, au niveau de la dose, au niveau de la cible. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Pierre-Olivier, parce que, non, je ne dis pas du tout ça. Je dis, on mettait d'avant-banco avant, et après, on nous a interdit d'en faire. Moi, je voyais déjà pas l'intérêt de faire de l'antibiothérapie prophylaxie, donc j'étais d'accord avec ça. Et maintenant, on nous oblige à mettre de la procam après avoir interdit l'antibiothérapie prophylaxie. Donc j'ai soulevé cette incohérence. Et après, donc je répète, je suis d'accord avec un pays, je ne comprends pas l'antibiothérapie prophylaxie systématique. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi tu mets de la procam, je ne vois pas pourquoi tu mettrais des antibiotiques dans le trait, a priori. Et après, je suis d'accord avec lui, les études sont complètement aléatoires. Moi, je ne comprends pas votre question. Pourquoi on met des conditions mais pas, il y a pourquoi on met une vitre. Non, mais moi, je comprends pas quand on est mis dans le segment antérieur. D'accord, vous n'êtes pas tous à la même question. J'ai dû expliquer non exactement le même problème, parce que je suis un petit peu plus âgé que Jean-Paul, mais moi, d'Avant-Co, nous avons fait Pierre Perron, bien connu, mais bon. Et Perron nous a dit, il a éclaté de rire quand on voulait montrer les protocoles qu'on faisait. Pour le protocole que faisaient certains, c'était à l'époque pour la cataracte, on mettait déjà les antibiotiques directement dans le sac avant en pré-op. Alors là, il a explosé de rire en disant vous sélectionnez les microbes de tir, bravo, très bien, ça veut dire que vous allez faire une enveloppe avec épouvantable, que ce soit en chirurgie vitrelle ou en chirurgie cataracte. Ensuite, l'avant-cour, le monsieur en met de l'avant-cour. Et il a dit qu'est-ce que vous croyez? Il dit les microbes, ça ne marche pas comme ça. Il y a l'avant-cour, les points là avec un marteau, dès qu'il y a un microbe qui tape, vous mettez le bras et vous va taper dessus. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, de toute façon, on l'a pas fait. Alors maintenant, pour vous convaincre un petit peu plus, alors la procam, comme dit Jean-Paul, nous a été imposée par les anesthésistes. Ce n'est pas nous qui avons décidé. C'est médico-légal et sur les anesthésistes pour se protéger qui nous ont imposé. En tout cas, chez nous, dans la clinique, c'était imposé par les chefs. La procam, c'est tout sûr. Non, la FSAR vous demandait de mettre des antibiotiques PROS pour les patients à risque. Bon, alors, ensuite, je vais vous faire la réflexion qui a été faite sur les IVT. Sur les IVT, il y a des études très très sérieuses sur IVT et en antibiotiques après vraiment. Si les mecs font de la bétamine ou autre, dans les grandes séries, il n'y a strictement aucune endoff si vous avez toutes les expositions qui sont faites. Il y a des très grandes séries côté public, regardez, c'était fait. Hein, et vous retrouvez des endoffs après IVT, après des antibiotiques, dans des liens. Alors après aussi, si on regarde les endoffs, nous on avait fait une étude au Landy où systématiquement on faisait pendant, je ne sais plus, 1 an ou 2 ans, on a prélevé en préopératoire, avant la bétamine, des cul-de-sac pour savoir ce qui se passait. Et on a fait des études microbiennes. Et on s'est aperçu que les endoffs, c'était pratiquement toujours les microbes qui étaient dans le cul-de-sac avant. Voilà. Et notamment sur un cas absolument épouvantable, qui avait été un piocytique, le mec avait des piocytiques partout. Après, Pierre-Olivier, il a soulevé le point important, c'est les infections. Nous sommes qui a failli être interdit chez les mecs, parce qu'à un moment, il voulait le faire disparaître. Donc, si tu veux. Non, mais parce qu'après là. Moi, pendant des années, j'ai l'impression que le plus important, c'est l'asepsie, l'antisepsie. L'antisepsie, la prophylaxie, tu vois. Moi, je suis tout à fait d'accord. Après, quand tu dis qu'il y a plein de gens qui se lavaient pas les mains dans l'étude, moi, j'aime bien en parler là-dessus. Je crois que c'est d'accord. Donc, il y a plein de gens qui se lavaient pas les mains, et comme ils ont mis des antibiotiques, il y a moins d'infection. Quelque part, c'est la preuve que l'antibiotique il marche et qu'il diminue un risque. Donc après, ça peut peut-être juste te dire que ton étude, si elle est mal faite, que tu n'arrives pas à voir la différence entre l'antisepsie, qui va demander 80% du risque, l'asepsie, pardon, 50% du risque, l'antisepsie, 19% et 1% c'est l'antibiotique, après pour faire ressortir l'intérêt de l'antibiotique, il faudra encore plus de monde. Et tu peux aussi penser qu'il y a des gens qui considèrent toujours à mal se laver.
Ouais. Ce qui va me dans l'argument de chirurgie, c'est un chef qui avait dit ça, qui avait sur le Landolf après membrane. Aujourd'hui, où l'antibiotique anti-prophylaxie n'est pas obligatoire en hydrotomie, aujourd'hui, tu as un taux d'endophthalmie qui est plus important après la chirurgie de membrane que sans cataracte. Et la seule chose qui a changé, c'est l'antibrophylaxie. Donc ça, c'est quand même un argument fort, pratique, de l'intérêt de l'antibrophylaxie. Ouais, c'est vrai. Alors qu'avant, la lithothémie donnait moins de Voilà, que voilà. la cataracte dans les années 2010. Ça, c'est un argument très fort. C'est un bon argument, ça. La meilleure prévention, c'est l'abstention. Pardon? Pour démontrer que l'antibioprophylaxie marche dans la chirurgie sécondaire, il faudrait que des... Non, mais je suis super d'accord, mais j'ai l'impression que c'est comme. Je veux dire, on peut aussi prendre des trucs. La recommandation officielle, c'est d'injecter l'apocam que dans les chirurgies cataractes et sans rupture capsulaire. Dès qu'il y a une rupture capsulaire, il ne faut pas le faire. Ce qui est complètement débile. Voilà, c'est pas logique. En plus, on sait bien que c'est là qu'il y a le risque des ruptures capsulaires. Et on sait bien que de toute façon, ce qui mange en antérieur, ça va dans le segment postérieur. Le bon argument que vous avez soulevé, c'est si il y a moins d'endophthalmie dans le cataracte que dans les vitrectomies de prophylaxie, c'est juste un tort dans mon raisonnement, c'est bon, tout à fait. Mais à un moment, il y a des arguments qui doivent être pragmatiques et non pas au fur et à mesure que c'est fini. Moi, je suis contre la prophylaxie à cause de la sélection des germes. Donc, c'est ce que les conditions avec, c'est-à-dire que tu as affaire à des germes beaucoup plus durs. Mais c'est pour ça qu'on a pris c'est plus ça qui a été utilisé, c'est la scoring de deuxième génération. On n'est pas en train d'utiliser de la vancomycine. C'est la scoring de deuxième génération qui est un antibiotique qui n'est plus utilisé en dehors de notre indication. Non, mais C'est Olivier, en fait, pour être clair, donc il y a effectivement une recommandation en segment antérieur, là où il y a une extrapolation. Ces recommandations, ce que j'arrive pas à comprendre, donc pourquoi on va extrapoler sans base scientifique, sans qu'il y a des demandes des autorités. On peut dire oui, on le fait au cas où, etc. Parce qu'une extrapolation, maintenant pourquoi on ne fera pas dans les IBD, une IBD de antibiotiques? C'est les juges. Alors, non, mais d'abord, sans demande des autorités, j'ai commencé à faire des choses. Dernière question, après on passera au... Avant la demande des autorités. La demande des autorités, c'était de ne pas opérer les cataractes au-dessus de 4 filiales jusqu'il y a 3 ans. Donc, si tu le faisais, donc tu ne respectais pas cette demande avec l'autorité. Donc, ça, c'est l'argument de ma part. L'autre truc, pourquoi dans le vitré? Parce que pourquoi pas? Il y a la rigueur de dire, moi, à la fin d'une chirurgie, à la fin d'une chirurgie normale, je trouve que les deux trous déjà dans les deux sphéraphémies, je les mets à tort. Quand je fais les combinés, des fois, la sphéraphémie inférieure, elle est pas préparée dans la réproche que je mets en intérieur, et des fois, je la prépare sur une aiguille, et puis il y avait un segment postérieur. Moi, je ne pense pas que mon liquide, mon antibiotique, va rester pleuré. Ou alors, ça ne circule pas du tout dans l'air, quoi. Je ne pense pas. Allez. On va peut-être faire ça spécial. Ouais. C'était surtout des cas de patients vitrectomisés, une fois qu'on avait injecté de la céphaloxime, ils faisaient un œdème maxillaire très important après. Après, le deuxième point, c'était des... Non, mais il y avait... Il y avait quelques études où c'était la bonne dilution, ils avaient fait un œdème. Et le deuxième point sur le Landolf qui était plus important dans les vitrectomies, ça c'était vrai quand on avait commencé dans les premières études sur les 23 gauges et tout, il y avait plus. Mais là, avec les 25 gauges et en enlevant bien méticuleusement les trocars et étant sûr qu'il n'y a pas de vitré, le risque se rapproche plutôt des chirurgies cataractes, même sans antibiotiques.